Salut les cornets, moi c'est Justine. Oh mon Dieu, la twist. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez, évidemment... Crème glacée. Eh oui, j'ai essayé de remix. Ok, mais c'est la pire introduction. Bienvenue à Crème glacée, tout le monde. Sorry, ok, ça part. Ils vont rien comprendre. C'était une tentative. C'est encore... on est en rodage, on se Mais teste oui, des affaires. Mais oui, ça c'est notre projet pilote pour notre nouvelle introduction. Vous nous direz si ça passe. J'aurais dû te prévenir, là, je t'ai prise de court. Mais j'ai décidé il y a une seconde, genre. C'est correct. C'est ça qu'il faut. Hein? Ouais, c'était peut-être pas tout à fait au point. C'est peut-être pas tout le monde qui vont apprécier notre manque de professionnalisme à l'instant, mais... Mais c'est ça. On est de même. Ben oui, c'est la vie. On n'est pas des professionnels. Non, exact. Mais salut! Salut! Avant toute chose, c'est important de se saluer. Ben fait oui. que bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez full bien. C'est le début du printemps et puis il fait beau dehors. Et puis on est joyeux. Et j'espère que vous commencez à aller dans les parcs et dans les terrasses. Oh oui, same. On vous souhaite du beau temps. Oui! Hey, on n'en a pas parlé. On est le 16 avril aujourd'hui. OK. C'est la journée du cornet Ah oui, c'est vrai! au Ben & Jerry's. C'est vrai! Parce qu'on enregistre 2 podcasts aujourd'hui puis on n'a même pas eu le temps d'y aller. Mais c'était Non. la journée du cornet gratuit au Ben & Je Jerry's. sais, j'en reviens pas qu'on l'a manqué. Ouais. Je voulais y aller, mais on travaillait. Ben, moi, je Ben travaillais, ouais. puis toi, t'avais tes impôts à faire. Mes impôts. On est trop des adultes. Mais ouais, c'est ça. On a manqué la journée du cornet, mais j'espère que si vous vous rappelez du 16 avril, que vous avez profité d'avoir un cornet gratuit. Oui. Puis sinon, pensez-y l'année prochaine. Oui, ben, c'est un peu comme notre journée nationale. Ouais, C'est notre journée, les cornets. ben c'est ça. Fait que l'an prochain, meet and greet dans ce Imagine! Oh mon rassemblement Dieu! au Ben & Jerry's. Rassemblement! Tout le monde va manger des cornets. Mais My bref, God. bonne journée du cornet en Ouais. retard. Fait que ouais, c'est mon épisode aujourd'hui. Je vais Oui. raconter une histoire. Oui! J'ai hâte de savoir c'est quoi. Mais Tu j'ai l'as un teasé, petit... Oui, j'ai teasé, c'est vrai. J'ai dit que c'était une histoire récente. Ouais. Puis Mais- depuis ce temps, je fais que penser à qu'est-ce qui s'est passé. Je dirais que j'ai Mhm. manqué un bout. Mais là, les gens le savent à cause du titre, le Ah, petit ben oui, titre ben oui, ben oui. de l'épisode. Mais moi, je vais te faire languir encore un peu. Parfait, je suis prête. Mais là, avant de commencer, tu voulais faire un courrier glacé, là? Oui, j'ai un courrier glacé Ok, parfait. à vous dire. À vous lire, en Parce fait. que moi, là, j'attends ces 2 affaires-là, là. Oui, OK. Excusez, j'ai fait un rot interne. C'est quoi ce début de podcast? C'est chaotique. C'est chaotique. C'est pas grave. À chaque fois que je dis chaotique, je pense à l'émission à Télétoon. T'écoutais de ça? Oui! Avec le gros monstre Ben oui. vert. Ben oui, 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 oui. C'était vraiment bon. En tout cas, fait que le courrier glacé vient de Valérie et elle dit « Hi les filles, je viens d'écouter l'épisode 4 puis vous parliez de l'instinct maternel que les mamans ressentent quand il arrive quelque chose à leurs enfants. » L'épisode 4, c'était Guy Turcotte. Puis elle voulait pas rester anonyme, là. Donc, Non, non, avait elle pas a dit qu'on pouvait la Ah, nommer. ok, parfait, parfait. Elle dit « J'ai un petit potin glacé pour vous. » Quand j'étais vraiment petite, on habitait proche d'une rivière et ma mère avait défendu à mes frères d'aller jouer proche de la rivière. Un jour d'hiver, ma mère faisait manger... Un jour d'hiver, ma mère me faisait manger. Elle a stoppé net en ayant un gros pressentiment. Elle m'a laissé là et est descendue à la course sur le bord de la rivière. Mon frère avait tombé sous la glace. Elle a juste eu le temps de le ramasser par le manteau dans le trou où il a tombé et il a été sain et sauf. Elle remercie le ciel d'avoir eu cet instinct maternel-là et vous êtes super, j'adore vos épisodes à date. Oh my God! Mais c'est fou! Mais on dirait que je crois à ça, de Ouais. ce genre de petit feeling-là. Là. C'est un peu comme genre l'épisode sur le pont Jean-Cartier, là, que la petite Chantal elle avait eu un pressentiment. Là. Qu'elle allait mourir bientôt, Ouais, là? ouais, ouais. Mhm. On dirait que je crois à ça, ces affaires-là. Non, Mon moi Dieu. aussi. Ben, thank God, parce que ça l'a sauvé ton petit frère. Ouais, c'est fou, là. Mais merci de nous Ouais. avoir écrit, Oui. Valérie. J'aime ça entendre des histoires de même. Ouais, Racontez-nous vraiment. Vos petits trucs de votre vie. Ouais, Comme vos ça. tranches de vie et Ouais. tout, en tout cas. Non, ça me My full, God. ça m'a touché comme histoire. Ouais. Ça m'a donné des petits frissons. Écrivez-nous. Vraiment. Et vous êtes tellement à nous écrire, mais on sait Oui. pas, tu sais, si on veut vous C'est mentionner. Ouais. Mais, tu sais, précisez-le, puis on va vous lire. Oui, ça nous fait vraiment. full plaisir. Tu sais, c'est comme, on veut pas nommer la personne en particulier, mais... Tu t'en vas, oui, je voulais l'amener moi aussi.
On a quelqu'un qui travaille en soudure, un soudeur qui nous écoute, puis en tout cas, il nous a envoyé une selfie là à sa job, puis c'était malade. Ouais, juste qu'il comme pendant sa job, il écoute plein de podcasts, puis là, il a commencé à nous écouter, puis qu'il nous aime. On te salue. Oui, on te salue. On va te laisser anonyme, mais on te salue. Oui, vraiment, on a trouvé ça cool. OK, mais là, j'ai hâte de savoir ton histoire. J'y vais. Je me suis réorientée solide là, parce que j'avais vraiment un autre épisode d'écrit frais dans ma mémoire. OK. Mais avec une nouvelle qui est sortie récemment, j'ai décidé de parler de ce cas-là à la place. Puis je suis comme un peu 2-3 semaines en retard parce que je pouvais pas le faire tout en une journée puis publier le lendemain. Là. On a une petite schedule à respecter. Mais tel que promis, je plonge tête première dans l'histoire célèbre de O.J. Simpson. Ah tabarouette. T'es pas sérieuse? Hey, je ne m'attendais pas à ça, là. Ah oui, ça vient juste de sortir. Cette semaine. Oui. Tu t'es donné, là. T'es partie de zéro là-dedans, là. Tu sais, le gif, genre, du chat qui tape sur l'ordi full vite, là? C'était moi. Ben, c'est clair, là. Ouais, ceux et celles qui savaient pas, ben, O.J. Simpson, il est mort le 10 avril. Puis, ben, je l'avais mis en story. Genre, direct, ça faisait 1 minute que j'avais vu la notification. Puis là, j'avais dit, est-ce que vous aimeriez un épisode dessus? Puis plein de monde a répondu. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais mettre mon épisode de côté. Non, je me suis dit, c'est le moment. Bien fait, je suis tellement contente. C'est sûr, je la connais, cette histoire-là, mais comme j'ai trop hâte d'entendre. Ben, moi, je pensais à connaître, puis pendant mes recherches, j'étais comme, oh my god. OK, mais je vais apprendre plein d'autres détails. Puis, ben, ceux qui connaissent pas O.J. Simpson et son histoire, ben, restez ici, vous allez la connaître après cet épisode. Parfait. Mais avant, j'allais oublier ma saveur du jour. Ah oui. En fait, j'ai replongé dans Vampire Diaries, la série. Quoi? Attends, excuse-moi. Attends, OK, ça a un lien avec ta saveur? Pas vraiment, mais c'est mon sujet amené de ma saveur. T'es replongée dans Vampire Diaries. Oui, c'est genre ma série... Ben, c'est pas la meilleure série de tous les temps, je le sais, là, mais c'est comme... Je vais jamais me tanner. C'est la série qui a une place spéciale dans mon cœur. C'est nostalgique pis tout, là, ça te rappelle. J'ai jamais écouté ça, by the way. Hey, c'est bon, là, c'est bon. T'as pas idée comment c'est bon. Puis, OK, je sais, oui, j'ai 15 ans d'âge mental, je sais, mais ça me fait du bien, OK? Mais d'accord. Puis, l'autre fois, j'étais genre, OK, vino, crème glacée, Vampire Diaries, je vis la belle soirée de ma vie. Tu sais, genre cocooning. Ouais. Fait que là, j'étais allée à l'épicerie, puis j'ai acheté de la Häagen-Dazs au café. OK. J'avais jamais goûté avant, puis j'avais vu quelqu'un dans les commentaires dire « Ah, moi, ma saveur, c'est au café. » Ouais. Fait que là, je me suis dit « Hey, temps spécial. » Fait que j'ai mangé ça en écoutant Vampire Diaries, puis c'était vraiment nice. Fait que c'est ça ma saveur. Ah! C'est full un beau moment. Aucun lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais non, c'est bien correct. OK, mais là, O.J. Simpson, my God. Oui, on se lance dans l'histoire de O.J. Simpson. Cette affaire-là a été l'une des plus importantes aux États-Unis, puis a fait toujours parler aujourd'hui, pas juste parce qu'il vient de mourir, mais en général, parce qu'elle soulève des questions encore vraiment actuelles sur le racisme, la brutalité policière, le mariage interracial, les privilèges de statuts sociaux, l'argent, la célébrité, puis la violence conjugale. Fait que oui, une grosse histoire. Crime, OK, ouais. Puis c'est aussi soit la première ou une des premières fois aux États-Unis qu'un procès était filmé en direct, qui passait à la télé. Puis là, c'est vraiment une grosse histoire là, compliquée. Là. Il y a des séries documentaires de 6 épisodes d'1h30. Puis toutes les sources se contredisent sur des petits détails. Fait que je vais faire mon possible pour pas aller dans trop de détails full précis que je trouve ça quasiment louche que ça soit juste dans une source. Ouais. Mais l'essentiel va être là, je crois. Fait que Orenthal James Simpson, ou O.J. Simpson, est né le 9 juillet 1947 à San Francisco, en Californie. Et là, je vais faire une mini biographie, là. Genre, je suis pas pro de football, puis c'est pas vraiment son passé qui nous intéresse tant que ça. Mais il a joué au football au Galileo High School, puis il est allé au San Francisco City College. Il a eu des notes impeccables, fait qu'il a reçu une bourse pour étudier à l'Université de Caroline du Sud, puis vraiment atteint des records avec son équipe de football. Il était comme le joueur étoile. Puis j'ai su que son surnom, c'était Juice. Puis moi, c'était ça quand j'étais jeune, mon surnom. Ben oui! Oui! Ben même quand on est arrivé au cégep, je me rappelle, tu disais, vous pouvez m'appeler Juice. Oui! Ou genre Juicy. Ah mon Dieu, OK. Parce que Jus, c'est mon surnom, fait que Jus,
peut traduire ça à Juice. Mais là, lui, il se faisait appeler Juice à cause que ses initiales, c'était comme Orange Juice. En tout cas, bref. Puis là, j'étais comme, ah, merde, je veux pas avoir le même surnom que lui. Non. Il a été le premier choix du draft de la American Football League en 1969, en étant repêché par les Buffalo Bills. Mais l'année d'après, la AFL a fusionné avec la NFL, fait que la National Football League. Puis, en jouant pour les Buffalo Bills, il a instauré plein de records de verges parcourues, puis de touchdowns, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Football, yeah! Yes, mon Dieu, je comprends rien, fait que parfait. Pendant sa carrière de football, il s'est marié une première fois avec Margaret L. Whiteley, puis il veut avoir 3 enfants avec elle. Il a fait sa dernière année avec les 49ers de San Francisco. Ça, je connais cette équipe. Oui, ça me dit de quoi? Les derniers Super Bowl. Oui, c'est ça. Tout ce que je me rappelle. Aile de poulet, 49ers. Je suis genre, ça me dit de quoi? C'était l'équipe de l'année passée. Oui, c'est ça. On est vraiment des pros en sport. Ouais. Il prend sa retraite en 1979, puis il est introduit au Pro Football Hall of Fame en 1985. Puis c'était vraiment un joueur chouchou là, des Américains. Tout le monde l'aimait. Il était likable, drôle, sympathique. Là. Fait que vraiment une grosse vedette sportive aux États-Unis dans ces années-là. Puis son succès s'arrête pas juste sur le terrain de football, mais il a aussi fait vraiment beaucoup d'apparitions au cinéma puis à la télé. Il a joué genre dans les Naked Guns, puis dans plein de séries télé. Puis c'était une des premières fois qu'un athlète noir de haut niveau avait autant une grosse carrière au cinéma puis à la télé. Mais c'est pas à cause de tous ces succès que je vous parle d'O.J. Simpson. Ben non. Malheureusement, il a surtout été connu pour le procès où il a été accusé des meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et son ami Ronald Goldman en 1994. Puis ce procès-là, tout le monde l'appelle le procès du siècle. Genre de trial of the century. Fait que je vais te parler un petit peu des victimes. OK. Tu vois, genre, juste là, j'avais oublié qu'il y avait un ami dans l'histoire. Je pensais juste que c'était son ex-conjointe. Ouais. Ben, c'est triste, il est comme un peu oublié souvent. Ouais. Ronald Goldman, il y a pas tant d'informations sur lui parce que, justement, c'était pas la victime sensationnaliste, disons. Mais c'est un jeune homme de 25 ans au moment des faits. Il est né le 2 juillet 1968 à Chicago. Il a une petite sœur nommée Kimberly, puis il adore surfer, jouer au volleyball, puis danser dans les boîtes de nuit. Là. C'est vraiment un gars de son âge qui aime la vie. Puis il est considéré vraiment comme un beau gars. Puis j'ai vu des photos, c'est vrai qu'il est cute. Il était serveur dans un Cheesecake Factory, mais on lui a demandé de poser une fois pour une publicité de ce restaurant-là. Puis ben il a comme vu qu'il pouvait être mannequin, fait qu'il s'est lancé dans une carrière de mannequinat. Okay. Il déménage à Los Angeles, puis c'est là qu'il rencontre Nicole Brown, puis il devient vraiment ami avec elle. Ils font du sport, ils dansent dans les bars ensemble, ils vont prendre des cafés. C'est vraiment juste des amis, rien de sexuel. Okay. Puis au moment des faits, en juin 1994, Ronald il travaille comme serveur au restaurant Mezzaluna Trattoria. Pour Nicole, elle est née d'une mère allemande et d'un père américain, le 19 mai 1959 à Francfort, en Allemagne. Francfort, oui. C'est la deuxième d'une famille de 4 enfants, 4 filles. Ses sœurs sont Denise, Dominique et Tania. Elle a déménagé aux États-Unis assez jeune, elle a pas mal grandi aux États-Unis. Puis elle étudie au Rancho Alamitos High School en Californie et au Dana Hills High School, où elle a gradué en 1976. Puis c'est l'année d'après qu'elle rencontre O.J. Simpson, quand elle a juste 18 ans. OK. Et lui, 30. OK. OK. À ce moment-là, elle est serveuse au The Daisy, qui est comme un nightclub à Beverly Hills, là. Puis, tu sais, c'est comme les serveuses sont cute, puis I guess que des célébrités vont là. Puis, ben, c'est le coup de foudre instantané entre O.J. et elle. Puis, les deux commencent leur relation en même temps qu'il est encore marié à sa femme, Marguerite. Puis, à ce moment-là, en plus, elle est enceinte de leur fille, Aaron. Fait que pas super cool. Non, je l'aime déjà pas beaucoup. Fait que ça dure 2 ans. Il trompe sa femme pendant 2 ans avec Nicole. Puis Marguerite et lui finissent par divorcer en 79. O.J. finit par se remarier, cette fois-ci avec Nicole, le 2 février 85.
Fait qu'environ 5 ans après qu'il a pris sa retraite de football, ça va vraiment chambouler la vie de Nicole, là, qui passe d'une vie assez normale, une fille sans histoire, ben basic, là, mais super belle, mais tu sais, qui avait un avenir assez ordinaire devant elle. Mais là, elle est mariée à une énorme célébrité qui vit dans un gros manoir. Tu sais, elle a plus besoin de travailler, femme à la maison, puis elle vit la grosse vie là, de star. Là. Puis leur mariage va durer 7 ans. Ils vont avoir 2 enfants durant cette période. Puis malgré les apparences parfaites du couple goals de l'heure, ben leur mariage était vraiment tumultueux. O.J. était violent et abusif vraiment beaucoup avec Nicole. Elle a appelé à au moins 8 reprises au courant de sa relation avec lui à la police pour rapporter les abus de son mari. Oh my God. Puis en 89, O.J. a été arrêté pour violence domestique. Il a plaidé no contest au procès. Ça, c'est ni coupable ni non coupable. Je pense que c'est que... Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais t'as comme pas de défense, tu dis rien. Je ne me prononce pas, genre. Mais Nicole, elle a fini par abandonner les poursuites parce que son père, Louis Ezekiah, l'a convaincu de se réconcilier avec O.J. parce que il lui donnait des trop belles opportunités monétaires. Ouais. Genre, il était trop famous, fait que... Ouais, son propre père était genre, pour l'argent, c'est mieux que tu restes avec lui. Même s'il te bat. OK, mais je comprends, genre, no contest, c'est juste que, genre, lui, il se disait, ça sert à rien que je dise non coupable ou coupable. Genre, les gens vont juger par eux-mêmes que je suis bien trop aimée du public et famous pour que je sois dans cette affaire-là. Ben oui, exact. Mais bref, elle a fini par se réconcilier avec lui, mais en 92, le 25 février 92, Nicole elle demande officiellement le divorce. Je pense que la raison qui a fait déborder le vase, en plus de... La goutte qui a fait déborder le vase... On est dans le même bateau. On est tellement pas bonnes avec les expressions, ça n'a pas rapport. Ouais. Mais ouais. Une des raisons était qu'elle a appris qu'O.J. avait une relation extra-conjugale depuis 1 an avec Tawny Kitaen. Encore, genre une autre. Ouais, il la trompait. Ben oui. C'est sûr, là. Ouais, si t'as une relation avec un gars pendant qu'il est en couple, si après ça, tu deviens en couple avec ce gars-là, ça se peut qu'il te trompe à ton tour, là. Surtout s'il a trompé comme sa femme, la mère de ses enfants, avec une serveuse dans un bar. Puis là, comme... Là, il est en couple avec la serveuse dans un bar. C'est sûr que ça se peut... En tout cas. Ouais. Tu sais, il était capable de tromper la femme et la mère de ses enfants. C'est sûr qu'il va tromper sa prochaine blonde. Ouais, il est capable, tu sais. Ouais. Après leur divorce, O.J. et Nicole, ils continuent à se voir. C'est comme des up and down, un peu. Tout le long de cette période-là où ils sont plus ensemble, mais ils continuent à se voir, O.J. il est vraiment jaloux et possessif, puis il lui laisse pas comme l'opportunité de revivre sa vie. Puis c'est flou, encore une fois, toute cette situation-là, mais elle a comme resté à habiter chez lui, pareil, un moment, même après le divorce. Parce qu'il y a un manoir avec plein de résidences, plein d'affaires. Fait que je pense qu'elle a continué à habiter là pendant un moment. Le 25 octobre 93, Nicole, elle appelle la police en pleurant, en disant qu'O.J., et je cite, « is going to beat the shit out of me ». Là, la police arrive, puis Nicole a dit au sergent Craig Lally, « Il a un regard animal en lui. Toutes ses veines ressortent, ses yeux sont noirs, juste noirs. Je veux dire froid, comme un animal. Je veux dire vraiment, vraiment étrange. Et quand je les vois, ça me fait peur. » Puis tu regardes les photos de lui, puis c'est vrai qu'il y a comme un regard de... Ouais. Mais là, il a fini de jouer au football. Oui. C'est comme si, comme avant, il dépensait peut-être son agressivité, genre dans le sport, dans le football. Puis là, il n'y a plus rien, puis tout ressort, genre. Puis elle dit que ça fait 4 ans qu'il l'a pas frappé, mais qu'elle a quand même peur de lui. Mais bon, quelques mois après cet incident-là, Nicole a décidé de déménager pour de bon, puis elle arrête de le voir. Là, elle a 35 ans maintenant, puis elle habite désormais dans une townhouse, là, ça, c'est comme des maisons collées, des maisons de ville collées, c'est comme entre des appartements puis des maisons. Au 875 South Bundy Drive à Brentwood, Los Angeles. Puis elle habite avec ses 2 enfants qu'elle a eu avec O.J. Un peu passé minuit, le 13 juin 1994, Nicole est retrouvée morte en position fétale dans une mare de sang. Elle a été poignardée à mort en dehors de sa maison quelques heures avant, durant la soirée du 12 juin. Puis, pas loin d'elle, on retrouve le corps sans vie de son ami Ronald Goldman, 25 ans, poignardé 22 fois. Mais j'avais tellement oublié qu'il y avait son ami aussi qui était là. J'ai tout oublié sur lui. L'autopsie détermine que Nicole a été poignardée 10 fois, dont 7 fois dans le cou et le crâne. Son cou dévoile une entaille de 14 cm de long le long de sa gorge. Ça lui a coupé les 2 carotides et les 2 jugulaires. Oh mon Dieu.
Puis avec une profondeur de 1,9 cm, l'entaille l'a presque décapité. Et là. Puis il y avait du sang partout. Mais c'est clair. My God. Son corps dévoile aussi des marques de blessures défensives sur ses mains. Puis le medical examiner sur l'affaire dit que les blessures sont consistantes avec celles données par un homme très grand et très fort. Mm-hmm. En comparant la nature des blessures puis la quantité de sang perdu par les victimes, l'autopsie dit que l'agresseur a premièrement poignardé Nicole par derrière pour l'immobiliser. Ensuite, il aurait arrêté pour attaquer Ronald et finalement retourné sur Nicole pour l'achever, entre guillemets. Ça suggère que Ronald serait probablement arrivé pendant l'attaque puis aurait comme interrompu ce que l'agresseur, sans le nommer, aurait fait. Puis ça l'aurait mené à sa propre mort. Genre, il est arrivé au mauvais moment. Puis ça s'est fait super rapidement. On estime la durée de l'attaque de 5 minutes. L'arme du crime, qui est probablement un couteau, n'a jamais été retrouvée. Fait que là, on veut explorer la timeline approximative de tout ce qui s'est passé la soirée du 12 au 13 juin 1994. Là, je vais dire des timestamps, des heures. Là. Le 12 juin, à 18h30, Nicole et ses enfants, avec des amis puis des membres de sa famille, vont souper au restaurant Mezzaluna Trattoria. Okay. Ça, c'est le restaurant que Ronald est serveur là-bas. Ensuite, vers 20h, Nicole quitte le resto avec ses enfants, puis il arrête de s'acheter une crème glacée à la crèmerie. Oh! Mm-hmm. Clink, clink! À 21h15, une des sœurs de Nicole, ou Nicole, selon les sources, mais bon, je pense que ça change pas grand-chose à l'histoire, appelle le Mezzaluna Trattoria pour dire que la mère de Nicole a oublié ses lunettes au resto. Là, Ronald Goldman, qui est ami avec Nicole, se propose pour aller les porter chez elle après son shift. Ben oui. Pendant ce temps, O.J. Simpson et son ami Brian Kalin, il vit dans une des maisons d'invités de O.J. sur sa grosse résidence. Ils s'en vont au McDo ensemble souper pendant ce temps-là environ. Puis ils reviennent à la maison vers 21h45. À 21h48, Ronald quitte le resto avec une enveloppe blanche qui contient les lunettes de la mère de Nicole. À 22h15, donc moins de 30 minutes après, en écoutant la télé, un voisin de Nicole, Pablo Fenges, entend un chien japper et pleurer sans arrêt juste à côté. 10 minutes plus tard, il y a un chauffeur de limousine chez O.J. du nom de Alan Park. Il est appelé à aller se rendre à la résidence de O.J. Simpson pour aller le chercher puis le lifter à l'aéroport. Fait qu'il arrive là-bas à 22h25. Là, je vous dis, là, tout se passe super vite. Là. Il y a un laps de temps très court. Peut-être 15 minutes après l'arrivée de Alan Park, le chauffeur de limousine, Brian, le gars qui habite dans la maison d'invités, il entend 3 gros coups sur un mur en dehors de sa chambre, qui mène dehors. Pendant ce temps-là, le chauffeur de limousine, lui, il sonne sans arrêt à la gate, là, c'est comme entouré d'une clôture, là, toute la résidence. Puis il sonne sans arrêt parce qu'il est comme, pourquoi il arrive pas au J? Je suis supposée aller le lifter à l'aéroport, il arrive pas. Là, il appelle son boss, puis il dit, est-ce que je peux m'en aller? O.J. il est clairement pas là, personne ne répond. Là, il dit, attends jusqu'à 11h15 du soir, O.J. il est toujours en retard, là, laisse-y encore une quinzaine de minutes. À peine 15 minutes après, Alan, il voit, à travers la gate, un homme noir, mesurant 6 pieds, environ 200 livres, marcher dans le stationnement et se diriger vers la maison d'O.J. On se doute fort probablement que c'est O.J. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort d'où? Il était dehors? Pourquoi il est à pied? À 23h pile, Brian sort à son tour de la maison pour voir c'était quoi le bruit, les 3 gros coups qu'il avait entendus. Il voit le chauffeur de limousine à la gate, puis il retourne chez lui. Fait que, tu sais, c'est comme pour prouver que toutes les heures sont concordes, il y a des témoins pour chaque angle de vue, là. Puis là, ça a l'air peut-être random, là, de tout dire ça, mais vous allez voir que au procès, là, tout, genre, en tout cas, chaque preuve est importante, OK? Ben oui, c'est sûr. Là, après avoir vu un homme noir de 6 pieds 200 livres rentrer dans la maison, Arlen, il ressonne, puis immédiatement, O.J. répond à l'intercom. Pourquoi cette fois-ci, mais pas tous les autres d'avant? Ben oui, c'est sûr qu'il était parti quelque part, puis il était revenu. Il dit « Ah, excuse, je m'étais endormie, puis je suis allée me laver. Mais là, je suis prêt, j'arrive. » Ben oui. Moi, je pense qu'il était pas chez lui. Ben non, c'est ça. À voir. Donc, à 11h15 du soir, O.J. met ses valises dans la limousine, puis il part avec Arlen vers l'aéroport de Los Angeles. 20 minutes après, il arrive à l'aéroport, puis 10 minutes après, O.J. prend un vol pour Chicago.
J'ai pas su si c'était prévu d'avance ou s'il venait de se booker ce vol-là. Je voulais trouver parce que je trouvais ça louche. Il y a un drôle d'adon que cette soirée-là, il y avait un vol pour Chicago. C'est ça. Je sais pas à quel point c'était prévu. C'était peut-être prévu d'avance, puis là, il a profité du fait qu'il s'en allait dans 2 secondes. Ouais. En tout cas, ça va dépendre avec tout ce que tu dis après. Mais... C'est à 00:10 qu'on découvre les corps de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman. Puis on les retrouve en dehors de la résidence de Nicole dans un petit passage étroit après la gate qui entourait les townhouses. Encore endormis à l'intérieur, il y avait les 2 enfants de Nicole qui étaient au courant de rien. Ronald avait encore l'enveloppe blanche et les lunettes de la mère de Nicole dedans, fait qu'il avait même pas eu le temps, tu sais, de lui donner rien. Ça s'est vraiment passé vite. Ouais, il a genre surpris quelque chose. Il pas arrivé au bon moment. Vraiment, il y avait... Tu sais, c'est triste, il y avait pas rapport. Non, en tout cas, selon moi, il était pas visé dans l'attaque du tout. C'était juste... C'est triste parce que comme le procès puis tout, on pense justement à l'ex de O.J. Simpson, mais pas genre au petit gars qui est arrivé, tu sais. 25 ans, là, c'est jeune, là. Mais ouais, fait que la soirée du 12 juin est assez... Tu sais, tout s'est passé super vite, puis c'est un peu flou parce que, tu sais, on peut pas prouver à 100% que c'était O.J., la personne qu'on a vue sauter la gate puis rentrer chez eux. Mais il y a eu de quoi de weird qui s'est passé chez O.J. pendant la mort de Nicole et... Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ce serait qui si c'était pas O.J.? Ben, il y a une mini-théorie après, là. À la fin, je vais y revenir, mais je suis pas sûre, tu sais. Vers 5 heures du matin, le 13 juin, c'est là que les détectives Mark Furman et Philip Van Hatter arrivent à la maison de O.J. pour le prévenir du décès de sa femme. Parce que... Ben, de son ex-femme, en fait. Mais ils répondent pas. Puis là, leur premier réflexe, c'est de se dire, il est peut-être mort aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui détestait les deux, un jaloux, un fan fou, tu sais. Il a peur qu'il ait eu le même destin que son ex-femme. Mais là, ça fait peut-être 15 minutes qu'il tourne autour de la maison, puis il remarque du sang vraiment très visible sur la voiture de O.J., une Ford Bronco blanche. Après, à 5h40, le détective Furman, il décide, même sans mandat de perquisition, de sauter le mur de la gate autour de la maison de O.J. pour forcer son entrée parce qu'il se demande peut-être qu'il est blessé, peut-être qu'il est mort. Puis c'est là qu'il réveille la fille de O.J. qui habite dans une autre maison d'invités. En tout cas, je sais pas, il y a combien de maisons d'invités, là, mais tu sais, tout le monde peut habiter chez lui, I guess, là. Mais bref. Il voit sa fille, puis là, sa fille appelle l'assistante de O.J., puis là, ils apprennent, il est à Chicago, il va bien, il est en voyage d'affaires, blablabla. Sur la scène du crime, on retrouve une casquette bleue et un gant supposément porté par le tueur, sinon, on sait pas trop c'est à qui. Puis le gant a été trouvé par le détective Furman, puis c'est très important, ça. On a trouvé le même gant, l'autre paire, en fait, là, exemple, le gant de l'autre main, dans la maison de O.J. Ouais. C'est frustrant. Je suis déjà frustrée. Genre, c'est pas fini, là. Non. Là, l'enquête démarre et O.J., au début, c'est juste un témoin, mais rapidement, il devient le premier suspect. Ben oui, of course. Très évidemment. Ben oui. Le 17 juin 1994 encore, O.J. est prévu se rendre à la police. Il revient de Chicago et de retour à L.A. Mais au lieu de se présenter au poste de police, il décide de se cacher dans le derrière de sa Ford Bronco. Puis derrière le volant est son ami Al Cowlings. Puis là, il est dans le coffre ou dans l'arrière de la voiture. C'est comme un VUS, là. Puis il est au téléphone avec la police. Puis il dit qu'il y a un gun sur sa tempe. Je pense qu'il menace de suicider. Puis là, ça devient une espèce de chasse à l'homme en voiture. Il y a une douzaine de voitures du LAPD qui suivent la voiture de O.J. dans les autoroutes. Mais la voiture roule super lentement. Mais ils osent comme pas... Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un barrage. Ils font juste le suivre pendant 1 heure. Ben voyons donc. Ils roulent genre à 50. Puis il y a juste 12 autos de police qui le suivent pendant 1 heure. Puis ils font rien. Non! Puis, je comprends pas, je suis genre, mettez-vous 4 autos puis faites un petit barrage. Ben oui, arrêtez-le, là, arrêtez. Allô? Ils font juste une balade. Genre, en tout cas, c'est vraiment une petite promenade. Oui, puis c'est fou parce que le tout est diffusé en live à la télé parce qu'il y a des hélicoptères qui suivent pendant 1 heure. C'est n'importe quoi. Il y a 95 millions de téléspectateurs qui regardent la chasse à l'homme de O.J. Simpson dans les rues de L.A. Puis il y a des centaines de personnes dans les rues là qui encouragent O.J. sont genre « Let's go, O.J., tu vas t'enfuir de la police! » Genre, c'est fucking bizarre. Comme on oublie pourquoi il est poursuivi, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas le Let's go, O.J., là. T'sais. Non. Si t'es si innocent que ça... Full aimé, full, c'est sûr. Ouais, mais si t'es si innocent que ça, pourquoi tu
Fais ça. Arrête-toi, mets-toi ces 4 flasheuses. Ça va-tu tout le monde? Pourquoi vous me suivez? Non, c'est vraiment bizarre. Pourquoi vous êtes 12? Puis la poursuite se finit quand la voiture d'OJ se stationne calmement à la maison d'OJ à Brentwood. Genre, il rentre dans le stationnement, puis il s'arrête. Pourquoi juste faire tout ça pour te stationner chez vous? Ouais, c'est ça. Mais là, ils l'ont... Oui. Ils l'ont suivi jusque-là, là. Oui. Puis il y a plein d'autos de police puis des polices armées qui l'encerclent et tout. Ouais. Puis il est formellement accusé le 22 juillet du meurtre de Nicole et Ronald. Et évidemment, il plaide non coupable. Mais ouais, sinon il n'y en aurait pas d'histoire. Oh non. OK. Le procès commence le 24 janvier 95 avec Maître Lance Ito comme juge. Puis c'est lui qui a accepté pour la première fois ou dans les premières fois qu'il y ait des journalistes puis les médias en live qui filment toute l'audience. Puis ça a comme révolutionné le monde juridique aux États-Unis, je pense. Ben oui. Puis le monde écoutait ça comme une télé-réalité. C'est considéré comme la première télé-réalité. Non, le procès d'O.J. Simpson. Ouais, parce qu'il y a une vedette charismatique. C'est un vrai spectacle, là, genre ils veulent tous savoir qu'est-ce qui va se passer, puis tout le long, il prend ça comme si c'était une télé-réalité. Genre, il trouve ça drôle, il sourit, il regarde le public et genre... limite qu'il fait pas genre « Bye, on se revoit la semaine prochaine ». C'est ça. À la fin, en regardant la caméra. Il manque juste les confessionnals comme à OD, genre. Oh my God. Le procès, il est vraiment en apparence facile à gagner, genre done deal, open and close case qu'on appelle. Ouais. Parce que tout s'enligne sur lui, c'est fucking louche tout ça, là. Ben oui, il y a un gant là, puis un autre gant là. Ouais, puis genre, la fuite en auto. Pourquoi ce serait quelqu'un d'autre que lui, genre? Ouais. Mais c'est finalement devenu un vrai cirque médiatique, juridique, tout le kit. C'était du gros n'importe quoi. Les procureurs généraux sont Marcia Clark et Christopher Dardeen. Puis les avocats de la défense, les avocats de O.J., sont surnommés la Dream Team. Ça genre, tu vois, déjà là, c'est comme pris pas au sérieux. Ils sont comme la Dream Team. Ranger, on dirait qu'ils vont arriver, genre, en triangle avec les bras croisés. Oui, puis des... Charlie's Angels. Oui, legit, là. Okay. Je vais les nommer parce que, en fait, on en connaît juste un là-dedans, je crois. Okay. Mais bref, il y a F. Lee Bailey, Robert Blasier, Sean Chapman, Holly, Robert Chaperone, Alan Dershowitz, Johnny Cochran et Robert Kardashian. Oh. Le père des Kardashian. Mais oui! Oui, okay, je m'en rappelle. C'est pour ça que Kim, elle veut être avocate pis tout le kit, là. Mais ouais. C'est tous des messieurs, dans le fond. Ah oui, c'est les dudes. Oui, évidemment. OK. Fait que c'était vraiment les meilleurs avocats ever des États-Unis pour la défendre. Pourquoi ils sont 10? I don't know, mais bon. Fait que les procureurs, eux, ben ils mettent les preuves en évidence qui parlent d'elles-mêmes. Tu sais, ils mettent l'accent sur la violence domestique que vivait Nicole, autant pendant le mariage qu'après, puis que ça serait pas mal un motif évident. O.J. aurait pété une note puis il aurait dépassé les bornes puis il serait allé trop loin cette fois-là. Puis que Ronald serait intervenu par accident puis il se serait dit c'est juste collatéral. Ben oui. Mais la défense, eux, ils basent son dossier, puis c'est là que ça devient intéressant parce que il y a quand même des petites parties de moi qui pensent que c'est pas O.J. Ou en tout cas que je peux comprendre. Genre, tu comprends la défense aussi. Ouais, ben je comprends qu'il y a des affaires louches des deux bords. OK. Genre, c'est pas tout noir, tout blanc, là, tu sais. Ouais. Eux, la défense base leur dossier sur le fait que les preuves trouvées par le LAPD ont été vraiment mal manipulées, puis que le LAPD sont reconnus pour être racistes. Surtout Mark Furman, le détective là, qui a trouvé le gant et tout, ils disent que lui, il est reconnu pour être raciste. Ils suggèrent qu'il aurait planté la preuve pour framer O.J. On a évalué Furman puis on l'a interrogé parce qu'ils ont pris vraiment ces accusations-là au sérieux. Puis on lui a demandé s'il avait utilisé le N-word dans les 10 dernières années. Tu sais, je veux dire, à quel point tu peux prouver ça? La personne va juste dire « Non, ça m'est jamais arrivé. » C'est ça. Ben, évidemment, il a dit non. Ah oui. Mais, là, ils ont sorti un enregistrement audio de lui qui parle, je sais pas trop de quel sujet, mais il utilise le N-word 41 fois. Genre, comment? OK. Mais l'enregistrement date de 8 ans avant les meurtres. Ouais. En tout cas, t'sais, ça peut suggérer qu'il est raciste, t'sais, mais au point de framer une vedette de football aimée de tous les Américains, là. Ouais. C'est peut-être intense, un peu. Ouais. Puis, en plus, les procureurs amènent le fait que Nicole aurait potentiellement prédit sa mort. T'sais, on parlait de prémonition et tout tantôt. Parce qu'elle se serait confiée à ses proches en disant « Un jour, O.J. va me tuer, puis il va s'en tirer. » Ben voyons donc.
Mais ça sort pas de nulle part l'argument des preuves mal manipulées. Là. Ça a vraiment été botché comme enquête. Il y a une empreinte digitale vraiment importante qui a été trouvée par Fuhrman sur la gate d'entrée de la maison de Nicole. Puis elle a pas été bien collectée ni sécurisée, puis elle a juste disparu, cette empreinte digitale-là. Apparemment qu'il y a des enquêteurs qui auraient pris la relève de Fuhrman après pour continuer à fouiller la scène de crime. Il aurait même pas été mis au courant qu'il y avait eu une empreinte digitale de trouver. Finalement, on saura jamais si elle appartenait à qui, cette empreinte-là. Aussi, les photos de pièces à conviction ou d'éléments de preuve prises sur la scène de crime, ils ont pas été mises à l'échelle, ni identifiées ou localisées. Fait qu'on sait, c'est comme impossible de savoir c'est où exactement sur la scène de crime. Tu sais, tu vois juste du gazon, ça peut être à plein de places, t'sais. Oh my god, c'est tellement grave. Ouais, vraiment. Ils ont mis plein de preuves dans le même sac, tu sais. Genre, me semble... voyons donc. Fait que là, il y a eu de la cross-contamination, contamination croisée, me semble, c'est la base. Là. Aussi, d'autres preuves, ils ont été emballées sans attendre qu'ils soient séchés. Fait que là, ils ont été contaminés. Puis même que les policiers, en arrivant sur la scène de crime, ils auraient couvert le corps de Nicole avec une doudou trouvée chez Nicole. Ben voyons donc. Fait que ça l'a comme enlevé plein de preuves, ça l'a contaminé tout le corps puis tout ce qui entourait le corps, tu sais. OK, mais ils sont incompétents. Là. Ben oui, mais c'est le LAPD. On dirait que c'est pas la première fois que j'entends parler qu'ils sont poches, là. Genre, c'est de base. C'est grave. Ben oui, voyons. Ah oui. Aussi, à 2 reprises au moins, il y aurait du personnel non autorisé qui serait entré dans la Ford Bronco de O.J. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu veux juste t'asseoir dedans, tu sais? Ben oui, tu veux juste rajouter plein d'empreintes par rapport, en tout cas. Mais non. Puis en se promenant, genre, j'ajoute tout le temps de quoi. Ouais, mais non, c'est vrai. Parce que c'est vraiment important parce que ça l'amène de la nuance, genre, ça sort pas de nulle part les accusations du framage d'O.J., là. Ouais. Parce que la défense dit qu'il est victime d'un coup monté, là. Ouais, je comprends. Tu sais, le LAPD s'est promené sur la scène de crime puis ils ont laissé plein de traces de pas ensanglantés en se promenant parce que, genre, ils ont pilé dans le sang. Mais je suis comme, vous êtes bien navets. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est vraiment dur de prouver que tu sais, que vous êtes bon dans votre job puis que vous déterminez c'est qui le coupable, là. Genre, quand vous manquez de professionnalisme, de même, pendant... Ben oui, parce que là, ils sont pas crédibles pour 2 scènes. Voyons, tu vas me dire que, genre, tu sais comment trouver un meurtrier, mais après ça, tu marches dans le sang de la victime puis tu mets des traces partout. Là. Ben oui. Non, c'est ridicule, là. Ah ouais. On dit que le sang de O.J. retrouvé sur la scène de crime aurait été placé par Fuhrman. Parce que quand O.J. a été arrêté, ils ont pris une prise de sang pour sûrement faire les comparatifs avec le sang trouvé sur la scène de crime. Ouais. Mais, étrangement, ça l'a comme été mal fait, pas selon les procédures. Genre, l'infirmière en question a pas noté combien de millilitres ils ont pris dans le prélèvement. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. On dit qu'il en manquerait dans le petit contenant de prélèvement du sang d'O.J. Parce que ce qui solidifie cet argument que le sang d'O.J. retrouvé sur la scène de crime serait planté, c'est que le sang retrouvé contient du EDTA. Puis ça, c'est un anticoagulant qu'on utilise en laboratoire puis qu'on met dans les prélèvements de sang pour les préserver, justement. Fait qu'exemple, quand tu te fais faire une prise de sang pour la police, whatever, ils mettent le EDTA dedans. Fait que si le sang retrouvé sur la scène de crime... Il en contenait. Ça veut dire que c'était pas du vrai sang. Je veux dire, c'est du vrai sang, mais je veux dire, c'est pas du sang qui est sorti naturellement d'une blessure. Non. Il est pas censé avoir ça dans ton corps. Mais tu sais, genre, t'apprends ça pis t'es comme, ah ouais, ok. Mais là, est-ce que c'était un coup monté, finalement? En tout cas, c'est en s'en arracher les cheveux. Ben oui, c'est fucké, là, parce que genre, t'as commencé à raconter l'histoire pis j'étais comme, le tabarnak, tu sais, c'est évident. Puis là, tu me parles de ça pis je suis comme, hey, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui fait que ça pourrait pas être lui. En tout cas, c'est fou. C'est vraiment louche. Entre toi puis moi, j'avoue que là, je remets tout en question. Ouais, ben oui. Mais il y a l'argument inverse qui dit que le EDTA peut aussi se retrouver naturellement, parfois, dans le sang humain, ou suite à de la contamination avec d'autres produits chimiques, comme de la peinture, par exemple. Puis, on sait que le LAPD a vraiment botché l'enquête. Fait que ça serait pas tant surprenant qu'en prélevant le sang d'O.J., l'équipement utilisé aurait été mal nettoyé ou je sais plus trop, puis de la peinture serait tombée dans... Tu sais, une petite écaille de peinture ou un petit soupçon de ci, de ça aurait contaminé son sang. Mais c'est ça, c'est pas pour rien que ce procès-là, il a duré autant longtemps puis qu'il était autant fou. C'est parce que c'est vraiment facile d'aller d'un bord puis tout de suite après de te faire convaincre de l'autre bord. Puis tout de suite après, tu te refais convaincre de... Genre, c'est ça. Oui. Là, je skip plein d'affaires, évidemment, mais on va arriver au moment culte du procès. Quand O.J. va montrer
à toute l'audience que le gant trouvé chez lui et potentiellement le gant du tueur peut pas être le sien parce que ils veulent mettre des gants similaires, là, c'est pas les vrais gants retrouvés, mais c'est comme le même modèle, la même grandeur. Puis ils veulent les mettre, puis là, il veut montrer à tout le monde en montrant qu'ils sont trop petits pour lui. Puis ça rentre pas dans ses mains. Puis là, il est full genre, regardez, it doesn't fit, genre. Lui, il pense c'est comme du théâtre, là. Ouais. Puis là, ça va mener à la fameuse phrase de son avocat en chef, Johnny Cochran, qui veut dire « If it doesn't fit, you must quit ». Si ça ne fait pas, il faut acquitter. Ben oui. On dirait un film, genre... Ben oui. Tu dis pas... Il me semble que c'est sérieux, là. On parle de la mort de deux personnes. Tu vas pas commencer à faire des petites rimes. Non. En tout cas, un autre problème pendant le procès qui aidait pas la cause des procureurs, c'est qu'ils ont invité des scientifiques à la barre des témoins pour témoigner sur les prélèvements trouvés sur la scène de crime puis parler de l'ADN. Mais à ce moment-ci, on est en 94, l'ADN n'était pas encore tant connu que ça pour le public moyen. Ouais. C'était relativement nouveau encore à l'époque. Puis les jurés à convaincre de la culpabilité ou non de O.J. ont pas trouvé les preuves ADN convaincantes, étrangement, même si de nos jours, c'est genre une évidence. Là, si tu trouves l'ADN du tueur sur le corps, c'est clairement lui le tueur, tu sais. Ah ouais. Mais eux, ils ont pas été convaincus tant que ça parce que les scientifiques l'ont vraiment mal expliqué. Ils l'ont vraiment pas été clairs. Ils utilisaient des termes trop complexes pour les jurés. Puis c'est pas de la faute des jurés. Même des avocats disent plus tard, ouais, moi non plus, je comprenais rien de ce qu'ils disaient les scientifiques. Genre, ils étaient pas bons pour vulgariser. C'est comme l'épisode que je venais juste de faire, là, sur Miramichi, là. Ben, comme, au début, c'était tellement pas tant connu, puis le monde, comment il expliquait ça, c'est qu'il y avait beaucoup de faux positifs aussi. Quand tu faisais une analyse d'ADN, genre, sur, avec un présumé coupable, whatever, ça sortait souvent faussement positif, genre. Fait que c'était difficile à croire puis à montrer en cours parce qu'il était comme, là, tu me dis que c'est positif, mais ça se peut que ça le soit pas. Fait que comment tu veux que je croie? En tout cas. Ben oui, il y avait non, c'est clair. de ça au début, là. Mais bon, en plus, ils comprenaient pas trop comment ça fonctionnait, puis c'était encore un peu nouveau. C'était, même si c'est un argument béton de nos jours, là, c'était le douteux. monde était pas sûr, là. Là, je vais te dire ce que la preuve ADN prouvait pour vrai, là. Entre toi puis moi, en 2024, qu'on sait c'est quoi de l'ADN, là. Ça montrait qu'il y aurait une chance sur 170 millions que le sang retrouvé sur la scène de crime appartienne pas à O.J. Fait que c'était essentiellement le sang de O.J. Une chance sur 170 millions que c'était pas à lui, tu sais. On a prélevé du sang retrouvé sur une des chaussettes de O.J. Puis ce sang-là, il y avait une chance sur 21 milliards de ne pas appartenir à Nicole Brown. Ben voyons donc! Puis le jury était comme, je suis pas sûre. Il y a une chance. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une chance. Genre, ils pensent pas à l'autre chiffre, ils sont comme, nous, on veut de quoi de 100% ou rien. Ben c'est ça, mais aussi, tu sais, dépendamment de la manière que tu dis ça, peut-être tu retiens la mauvaise information. Ben oui, il y a une chance sur 1 milliard que ce soit à lui ou c'est pas à lui. En tout cas, tu sais, ça peut être dit de manière full pas claire, là. Ben oui. Puis aussi, ça, ce qui est selon moi, genre fatal pour O.J., mais bon, c'est que les taches de sang retrouvées sur la voiture, là, la Ford Bronco, là, ben, ça matchait avec le sang des victimes. Les deux victimes et lui de O.J. Ben voyons donc. Genre... Ben oui. Je suis mêlée. En même temps, je suis pas mêlée. Non, genre, on dirait que tout le monde, on le sait que c'est lui, mais je pense qu'il y avait vraiment une dream team qui était là pour, genre, trouver toutes les mini-failles qui peuvent faire en sorte que, genre, on se questionne, puis que, mais si, mettons, c'était pas lui, puis qu'on se dise des affaires de même. Même si le travail des policiers a été botché, genre, jamais... même là, il a été botché, puis il y a quand même des preuves assez évidentes, genre, fait qu'imagine. Ouais, le procès a duré 8 mois. Il y a eu 150 témoins qui sont venus à la barre pour témoigner, mais O.J., il a rien dit. Lui, il a pas témoigné. Il a fermé sa gueule, au moins. Il est intelligent, tu sais. Puis, durant tout le procès, il y a 8 membres du jury qui ont été renvoyés pour mauvaise conduite. C'est quand même bizarre. Pour être remplacés par des nouveaux, genre. Ouais. Là, je suis comme, moi, puis ma petite théorie du complot, je suis genre, est-ce que c'était pour les remplacer par d'autres qui étaient comme dans le coup? C'est quand même louche, là. 8 personnes de mauvaise conduite, c'est bizarre, là. Plus de la moitié des jurés sont renvoyés, là. C'est louche, en effet. Mais bref, les jurés doivent décider unanimement de la culpabilité ou de l'innocence de O.J., sans doute raisonnable. Puis c'était vraiment difficile comme décision parce que O.J. était encore et a longtemps été adoré de tous les Américains moyens. Ouais, c'est ça. Puis c'était comme difficile à oublier, genre, mais c'est O.J., tu sais, c'est mon idole. C'est fou pareil, parce que imagine que, mettons, il l'a fait. Lui, pendant 8 mois,
il sait là, qu'il l'a fait. Puis il fait juste genre assister à tout ça. Mhm. Voir du monde se battre pour lui, voir du monde essayer de le throw under the bus, voir du monde genre essayer de prouver, tu sais comme, puis voir du monde qui l'aime, puis qui l'encourage, puis genre mettons là, lui là, il sait dans sa tête là, qu'il l'a tué. Là. Ça doit tellement être tough de genre pendant 8 mois fermer ta gueule puis juste regarder tout le monde travailler à ta place, alors que ce serait si simple que tu dises genre excuse-moi, j'ai une question. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, Arrêtez tout ce que vous faites, c'est moi. En fait, là, je vais arrêter cela. C'est beau, là. Je l'ai fait. On peut rentrer chez nous. Je comprends pas. Ou mettons qu'il l'a vraiment pas fait du tout. Ça doit être tout aussi dur, là, de genre regarder ça puis de faire comme... Genre, mais en tout cas... Il y avait tellement de l'air de trouver ça cool, de vivre ça. Il y avait aucune tristesse, aucun stress de genre, je suis accusée à tort, mais c'est pas moi. Tu sais, il prenait ça tellement relax, là. Le jury final, il a été composé de personnes noires majoritairement. Ça peut même être bien pour une victime, justement, qui se sente représentée dans le jury. Parce que le nombre de fois que c'est arrivé que l'accusé était noir, puis tout le jury était blanc, puis il y avait une peine pas possible. Finalement, après seulement 3 heures de délibération, quand même, mais je trouve pas ça si long pour un procès pour 2 meurtres, là. Le jury a bel et bien cru que O.J. a été framé. Fait que le 3 octobre 1995, malgré une quantité de preuves accablantes contre lui, il est acquitté des 2 meurtres. Comme si... de rien n'était. Exactement. Yark! Puis c'est un des seuls cas que la procureure Marcia Clark a perdu de toute sa carrière. Puis a dit que elle s'est toujours fait demander chaque jour « How did you lose this? » Genre, comment t'as fait pour perdre ce procès-là? C'était genre un done deal, là. C'était clair comme de l'eau de roche, toutes les preuves. Elle a comme perdu sa réputation puis sa job. Ben, elle a continué à travailler, mais sûrement que ça a dû être un coup dur, là. Ouais, c'est sûr. On va juste récapituler, là, toutes les preuves. Il est prouvé que c'est un homme violent, envers cette femme-là en particulier, là. Pas n'importe quelle femme. Il a été vu revenir de manière douteuse chez lui, ou en tout cas, un homme très similaire à lui a été vu... vient dans sa propre maison. Oui, quelques minutes après l'heure approximative du crime. Il a pris un vol pour Chicago quelques minutes après. Pourquoi fuir? C'est quand même louche comme timing. Il a fait une cavale en auto pendant 1 heure au lieu de se rendre à la police, tandis qu'il était même pas encore un suspect à ce moment-là. Il voulait juste l'interroger. Il aurait pu juste se pointer au bureau de police. Il y a les gants trouvés, le sang des victimes dans son auto, mélangé avec son sang. Non, tout est là. Genre, c'est vraiment... Puis il a été acquitté, là. Ça n'a pas de bon sens. Bon sens. Juste parce qu'il est famous, puis que le monde l'aime, puis que... Puis l'argument fatal de genre, les gants ne lui vont pas, là. Ben oui. Hey, puis il y a des gens... J'ai vu sur Reddit, là, je sais pas à quel point c'est vrai, mais il y avait une potentielle explication pour pourquoi les gants ils ont de l'air trop petits. C'est que le cuir rétrécit quand il est mouillé. Puis du sang, c'est quand même fait à partir d'eau. Fait que probablement que le gant en séchant, le gant plein de sang en séchant, ben il a rétréci. Fait que c'est pour ça qu'il ferait plus à la main de O.J. Puis même affaire que genre un gant en cuir, comme au début tu l'achètes puis il va te faire parfaitement, puis plus tu le portes, plus il va grossir avec la chaleur, avec la... Fait que peut-être que c'était des gants petits à la base qui finalement il portait depuis tellement d'années qu'il faisait. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est quand même flexible. Du cuir, là. Un sofa en cuir, là, quand tu t'assieds dessus depuis 20 ans. C'est foire. Tout mou, là, tout slack, là, voyons. OK. Mais bref, tu sais, dans tous les cas, il aurait peut-être pu prendre des gants trop petits parce qu'il y avait juste ça chez eux. En tout cas, tu sais... Genre, on s'en fout, là. Puis c'était pas genre qu'à peine le bout de ses doigts rentrait pas, là, tu sais. C'était juste sa paume dépassait un petit peu dans le bas, mais je veux dire, c'était pas genre des gants pour enfants, là, tu sais. Ouais. Puis genre, je sais que j'arrête pas de faire des parallèles à genre nos autres épisodes, mais c'est comme genre le meurtre Lululemon, genre. Ils ont pas fait « Ah non, c'est pas elle. Les souliers, c'était du 14. » Tu sais, voyons, là. It doesn't fit, quit, genre. Allô? Comme c'est pas... En tout cas, non, c'est n'importe quoi. Ouais. Hey, j'ai pas fini, l'histoire est crazy, là. Non, c'est ça, là, j'ai peur de tu vas être fâchée. Oh non. Une des raisons de pourquoi tout ça, c'est le contexte, genre le moment où le meurtre et le procès a eu lieu. Parce que 2 ans avant, il y a eu un scandale après le verdict d'un procès en 1992 où 4 policiers blancs du LAPD ont violemment battu pendant 30 minutes un activiste afro-américain, Rodney King. Je sais pas si ça dit quelque chose. Il avait 27 ans à l'époque. Puis
au début, il était juste arrêté pour excès de vitesse, mais que ça a comme dégringolé, puis les policiers l'ont tasé, puis quand il est tombé par terre, ils l'ont battu avec des bâtons, puis c'était de la brutalité policière gratuite. Puis il y a un témoin qui a tout filmé sur vidéo, fait que ça a vraiment enragé la population afro-américaine, et même en général. Puis le 29 avril 92, un jury majoritairement blanc ont acquitté les 4 policiers blancs de toute charge criminelle. Même pas un voie de fait mineur, là, rien. Ça a déclenché une émeute. Là. Le monde était enragé. Pendant 6 jours, la ville de LA était en lockdown, état d'urgence. Il y a eu 1 milliard de dollars en dégâts matériels rapportés, plus de 2000 personnes blessées, puis une 50aine de morts. Mais voyons donc. 50 morts! Ouais. Moi, j'ai dû vérifier 3 sources différentes pour être sûre, parce que j'étais comme, non, pas 50 morts après le procès d'O.J., qui est juste 2 ans après ça. Il y a des membres du jury qui ont admis que c'était pour venger Rodney King qui ont acquitté O.J. Simpson. Quel bon timing. Mais je comprends que c'est vraiment injuste, là, l'affaire de Rodney King, mais c'est 2 affaires différentes. Ben oui. Faut pas mélanger les deux. Genre, ça montre à quel point le racisme puis la brutalité policière, ça l'affecte encore, ça va encore plus loin que ce qu'on pense, parce que là, ça crée des précédents, ça crée de la vengeance, de la haine envers la police. Là, la police, ils sont plus crédibles. Puis... Ouais. Aujourd'hui, les avancées technologiques permettent encore plus de culpabiliser O.J., en prouvant encore plus d'affaires, mais il est protégé par la loi Double Jeopardy, qui fait qu'on peut pas être accusé 2 fois du même crime. Voyons donc. Puis là, après ça, il a fait plein d'entrevues. Il était à la télé, là c'était une vedette. Là, lui, il était genre « How to get away with murder », c'était littéralement son histoire, là, tu sais. Il était libre, là, comme l'air, là. Ah oui, mais ça ne finit pas là. En 97, les familles Brown et Goldman poursuivent O.J. au civil, puis au moins ils ont gagné. Fait que là, O.J. leur doit 33,5 millions de dollars en dédommagement. Attends, mais je suis pas sûre de comprendre. Ben, ils l'ont poursuivi pour dommages, genre à cause que nos enfants sont morts, on a des frais, on mériterait de l'argent en dédommagement, autant émotionnel que physique, que whatever. Puis ils ont gagné. Fait que là, O.J. leur doit 33 millions. Bizarre. Puis moi, j'aurais dit bien plus, là, mais bon. La Ford Bronco de la chasse à l'homme est exposée dans un musée. Tu me niaises. Le Alcatraz East Crime Museum. Tu me niaises. Oh mon Dieu, que le monde, ils sont genre fascinés par des affaires de même. Ce n'est pas tout. Non. En septembre 2007, OK. O.J. refait surface dans les médias, mais pas parce qu'il fait un retour au grand écran, parce qu'il est accusé de vol à main armée et kidnapping. OK, ça, je savais pas, ça. Le vol a eu lieu au Palace Station, un hôtel de Las Vegas, le 13 septembre 2007. À 19h38, un groupe d'hommes qui sont dirigés par O.J. Simpson, qui est comme le leader de la bande de dudes, ils ont forcé leur entrée dans la chambre d'hôtel de Bruce Frommung, en tout cas, je sais pas comment prononcer son nom, un vendeur et collectionneur d'items de sport. Puis Bruce dit que le groupe était armé, puis ils l'ont comme tenu en otage pendant qu'il volait tout son stock de collectionneurs. 3 jours plus tard, le 16 septembre, O.J. est arrêté puis détenu sans caution. Fait que là, il a dit « Ok, c'est vrai, c'était moi, mais j'étais pas armé. » Parce qu'il sûrement qu'il voulait alléger sa peine, genre, qu'il vole, mais pas vol à main armée. Fait que là, il a été libéré sous caution pour 125 000 $ en attendant son procès. Ses arguments au procès, tu sais, je vais pas m'éterniser, là, parce que c'est pas le procès du siècle, celui-là. Non, c'est ça. Mais il dit que c'était ses items de collection à lui, puis que Bruce lui avait volé à lui. Il voulait juste les récupérer. Mais bon, ça n'a pas marché comme argument parce que le 3 octobre 2008, c'est la même date que le jour qu'il a été acquitté des meurtres. C'est quoi qui se passe avec tout ça? Pourquoi ça l'arrive tout le temps de même? C'est toujours des mêmes dates. Dans chaque histoire, il y a des coïncidences de malades. Ouais, exactement 13 ans après avoir été acquitté des meurtres de Nicole Brown et Ronald Goldman. O.J. a été reconnu coupable des 12 chefs d'accusation contre lui, puis reçoit une sentence de 33 ans de prison. C'est long quand même, là. Attends un peu. Rewind, là. Il y a été... De quoi des 12 chefs? De genre enlèvement, kidnapping, otage, vol dans main armée. Sûrement qu'il avait battu le gars. Fait qu'en tout cas, il y avait 12 chefs d'accusation pour son petit vol d'items de collection, là. 33 ans. Ouais. Non, mais attends, 33 ans? Oui. Pour genre vol à main armée? Ben moi, je pense que là, cette fois-là, le juge était genre, tu t'en sortiras pas, mon esti. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a fait comme, je vais te faire payer pour tout ce que t'as fait avant, sans le dire, tout ce que t'as fait avant. Mais j'ai l'impression de parler full vite, puis d'aller... Je pense que cette histoire est complètement folle. J'espère que je suis claire, là. Non, moi, je trouve ça clair. Oui, c'est des bonnes étapes. OK. Mais ouais, c'est quand même sévère comme ben oui. sentence. Oui, définitivement.
Il a eu sa libération conditionnelle le 20 juillet 2017. Fait que seulement après avoir servi 9 des 33 années. Puis 9 ans, j'aurais cru ça correct comme sentence. Ben, pour ce qu'il a fait. C'est ça, ben Fait oui. que, tu sais, je suis comme, j'aurais aimé qu'il serve les 33, mais il a juste Oui, servi of 9 course, ans. mais C'est en quand même même pas temps, beaucoup. Mais, Pourquoi qu'il le garderait, tu sais? non, c'est ça. C'est pour le crime qui a été accusé. Puis probablement qu'il était bien smart, puis un Ben ouais. prisonnier respectable et tout. Mais tu sais, les 33 ans, 33, c'était clairement overkill. pour le meurtre, là. Ben oui, C'était c'était genre quelqu'un qui voulait prendre sa vengeance. Là. Ouais, je pense. Calmer, là, 33 ans pour un vol. En tout cas. C'est ce que je pense, tu sais, je sais pas, là. Mais ouais, il est libéré du Lovelock Correctional Center au Nevada le 1er octobre 2017. Parenthèse, une autre parenthèse, complètement folle de cette histoire de dinguerie. Le 30 novembre 2006, donc juste un peu avant son vol sportif, je sais pas comment le qualifier, O.J. annonce qu'il va publier un livre au titre provocateur. Le titre du livre est « If I Did It ». Genre, tu me fucking niaises. Mais voyons! Il veut vraiment qu'on parle de lui, là. Le livre est coécrit avec Pablo Fenves. Ça, c'était un des témoins lors du procès. C'était comme le voisin de Nicole qui avait entendu un chien japper, en tout cas, tu sais, quand j'énumérais les heures, là. C'est coécrit avec lui. Parce que lui, il était comme présent au procès, il a comme vu tout ce qui s'est passé. Fait que c'était plus lui l'auteur du livre. Puis O.J. aurait, selon... Ouais, aidé, genre, l'écriture. Oui, ça aurait été comme un ghostwriter, Pablo. Oui, on dit qu'O.J. aurait payé 600 000 $ pour que son nom soit mis avec Pablo. En tout cas. Okay. Mais ouais, le livre parle des débuts de sa relation avec Nicole, leur mariage, puis en détail les événements du 12 juin 1994, le jour de la mort de Nicole. Il dit comment se seraient déroulés les meurtres si c'était lui qui les avait commis. Puis là, c'est n'importe quoi. Ouais, puis il y a un chapitre... une confession cachée sous un livre, genre. Puis il y a un chapitre en particulier que c'est comme le meurtre. Puis il y a un gros disclaimer, ceci est de la fiction, blablabla, genre pour être sûr de pas... Ben oui, mais dans le fond, il fait juste se confier, mais il est comme... Ben oui, c'est une joke, là, il niaise, là, il est crampé, là, il est mort de rire, là. Là, il a juste annoncé qu'il allait le publier, mais... Là, ça fait une révolte. Là. Le monde sont outrés, évidemment. Puis tout le monde demande un boycott. Fait que la publication du livre est annulée. Il avait imprimé 400 000 copies déjà, puis sont toutes détruites, sauf une, enfermée dans un coffre-fort. Puis elle a finalement été vendue aux enchères pour 250 000 $. Qui c'est qui a acheté ça? Je sais pas. J'ai lui-même, ouais, genre, clairement. pour se republier plus tard. Juste pour dire, genre, quelqu'un a acheté mon livre, 250 000 $. Mais... Je suis pas mal sûre qu'il y a au moins une personne dans nos auditeurs qui ont lu le livre. Parce que c'est un livre vraiment connu, vendu, tu sais, il pourrait être... il est vendu, finalement. C'est ça, parce que Fred Goldman, le père de Ronald Goldman, il a poursuivi la compagnie qui détenait les droits d'auteur du livre, la Lorraine Brooke Associates, pour dire que les droits du livre devraient lui revenir à lui à la place. Pour aider à rembourser les 33,5 millions qu'O.J. Luda qui n'a pas encore reçu. Puis il gagne la poursuite. Fait que là, le livre a été annulé d'être publié, mais il existe encore. Puis maintenant, c'est les Goldman qui ont les droits dessus. OK, mais c'est tellement bizarre. Fait que là, ils décident de publier le livre à leur tour pour avoir toutes les redevances. Il a fait quelques modifications, I guess qu'il a rendu ça un petit peu moins irrespectueux envers les victimes, je sais pas trop. Mais surtout, le titre, il a changé le titre pour « If I Did It, Confessions of the Killer ». Fait que là, pour un peu sous-entendre, c'est une confession qui est écrite. Puis le « if » est tout petit. Fait que c'est plus « I did it, Confessions of the Killer ». Wow! Fait que genre, c'est hilarant! J'ai trouvé ça vraiment drôle. Oh, papa de Ronald! je respecte la sassiness. Ouais, c'est quand même vraiment drôle. Mais ce que j'aime moins, c'est que la famille de Nicole, eux, ils étaient pas d'accord. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, je comprends que genre, il s'est fait tuer lui aussi pour aucune raison, genre, mais crime, fait pas... En tout cas, il aurait pu les consulter, là, puis s'il était pas dans de pas faire ça, là, c'est vraiment un gros move, là, t'es pas tout seul d'impliquer, là. C'est ça, là. Je trouve ça dommage, là. Eux, ils ont demandé à ce qu'on boycotte le livre. Fait que je vous dirais, lisez-le pas, la gang. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas tant bon, anyways. Non. Puis, devine quel jour Fred Goldman publie le livre. Non. Le 13 septembre 2007, le jour du vol de sportif, le jour même. Genre, je comprends pas les dates. Le jour que O.J. break-in dans une chambre d'hôtel pour voler des articles de sport. Genre, c'est quoi ton problème? On s'en colle, est-ce que
lui, il publiait If I Did It, Confessions of a Killer. En tout cas, C'est tellement bizarre. c'est trop bizarre. Oui, mais il y a trop d'affaires, là. Mais bref, O.J. sort de prison en 2017. Il continue sa vie publique. Il a encore aimé de ben du monde. Il est invité encore dans des émissions de télé. Il est encore traité comme une célébrité dans les restaurants, dans les hôtels. Il est invité. Il vit sa vie comme si de rien n'était. Puis on espérait au moins une deathbed confession, qu'on appelle, une confession sur son lit de mort. Mais, ben, comme vous vous en doutez, il est mort il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, à 76 ans d'un cancer. Fait que 7 ans après sa sortie de prison. Puis il a rien dit. Rien dit. Ben, de ce qu'on sait. Il a Ouais, rien c'est ça. Il va peut-être sortir quelque chose dans pas long. Puis là, bon, mon histoire achève, là. Il y a comme plein de théories du complot. Puis c'est qui si c'est pas O.J.? Si c'est pas O.J., ça serait qui d'abord? La plus populaire, je vais pas dans le détail du tout, là, mais la plus populaire, c'est un détective privé du nom de William Deere qui dit que ce serait Jason Lamar Simpson, un des fils de O.J., qui serait le vrai coupable. Puis que tout le show serait, en fait, pour protéger son fils qui aurait fait ça. Genre, il aurait détourné l'attention de son fils en faisant l'espèce de balade en voiture bizarre. Il aurait fait un procès full flyé pour qu'on se concentre juste sur lui puis pas sur son fils, puis qu'à la fin, il est acquitté, puis jamais on a pensé une fois que ce serait son fils. Il est grand, genre? Ça aurait-tu pu être oui, lui qui... physiquement, il avait l'air d'un homme noir de 6 pieds 200 livres, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein de monde sur Reddit qui disent plein d'affaires, puis je sais pas si c'est vrai ou pas, là. Il y a du monde qui disent qu'il était madly in love avec Nicole, puis que, genre, c'était comme sa belle-mère, mais qu'il l'aimait amoureusement, puis il était fou, ouais, genre... des théories du complot, là. Genre, mais tu sais, tout le monde va dire n'importe quoi. je veux pas dire n'importe quoi, là. Genre, c'est zéro fondé, ça. Mais ce que je sais, c'est que il a un passé très violent, puis il a déjà menacé quelqu'un avec un couteau, puis il a déjà tabassé un propriétaire de restaurant. Ben, c'est intéressant quand même, mais après ça, c'est sûr qu'il y a rien qu'on peut... mais ça gosse, là, parce que c'est genre une histoire qu'on pourra comme... On saura jamais. Jamais savoir, à part si comme quelqu'un confie quelque chose après, mais comme... Même si, tu sais, exemple, là, sur le lit de mort de Jason Lamar Simpson, là, s'il dit c'était moi, genre, on dirait que rendu là, je crois plus personne. On dirait que tout le monde est louche. On dirait que je saurais plus qui croire, même si quelque chose sortait dans 2 ans, genre, je serais quand même, je sais pas. Même si O.J. il l'avait dit, on dirait que j'aurais fait comme, est-ce qu'il le dit juste parce qu'il veut protéger son fils une dernière fois, tu sais? Comme... Ou pour niaiser le monde. Il a tellement eu du fun à faire tout ça. Il aurait dit genre une énigme, c'était avant de mourir, genre que tout le monde reste genre, I did it. Maybe. Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est triste parce qu'à ce jour, c'est encore irrésolu. La mort de Nicole et Ronald est un cas irrésolu. Ouais, c'est épouvantable. Bref, il y a une toute petite partie de moi qui est pas qui est comme 100% convaincue que c'est lui. Parce que c'est vrai que la police était vraiment louche. Puis ça serait pas la première fois que la police font un coup monté pour facilement accuser quelqu'un puis se débarrasser. Ouais, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Le Central Park 5, là. C'est vraiment dur de comme... Puis là, on laisse ça là-dessus. J'ai ça, les cas irrésolus en plus. Mais parce que dans ma tête, c'est tu m'avais dit. Genre, j'aime pas ça, les cas irrésolus. Faut pas qu'on en fasse. Ouais, mais là, parce que c'est trop fâchant. Genre, c'est pas juste comme, elle est disparue, on l'a jamais retrouvée, puis on n'a pas de suspect. Non, c'est ça. Là, c'est comme, tout était là, mais... Ouais! Hey, j'ai parlé longtemps. J'ai chaud. Mais c'était bien dit. On dirait que j'ai appris je me souvenais plus, en fait. Je l'avais déjà entendu, cette histoire-là, plein de fois, mais je me souvenais plus de plein de bouts. Fait que je suis trop down que t'aies fait ça. En tout cas, j'espère que j'ai été claire, puis que j'ai pas dit n'importe quoi. Contents. Dites-nous si vous êtes contents. Mais moi, en tout cas, j'étais vraiment surprise que tu fasses ça, finalement. Ben, merci de nous avoir raconté tout ça. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, on est toujours sur Instagram, Facebook, Gmail, tout le kit. Suivez-nous. Podcast. Oui, écrivez-nous, ça nous fait plaisir de vous lire. Des petits courriers glacés, si vous voulez être lus. Si jamais vous voulez nous partager une histoire et qu'on la partage à tout le monde, n'hésitez pas à nous le dire. Oui. Si vous pouvez rester anonyme aussi, puis c'est ça serait full intéressant. Vraiment. Puis, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Balado et Spotify. Et on a eu des nouvelles reviews, elles sont trop belles, vous êtes trop fins. C'est vraiment le fun à lire. Ouais. Merci. Fait que, ben écoute, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. T'as-tu un teaser? Oui, c'est ce que c'est parce que j'avais un teaser, puis on dirait que tout le long, j'écoutais ton histoire, puis là, je sais plus lequel je veux faire le prochain. Mais je pense que je le sais. Mais, OK.
regarde, je vais vous faire un teaser, puis si jamais, finalement, j'arrive la semaine prochaine, l'autre semaine après, puis je vous dis, c'est pas ça pantoute, finalement, c'est que j'ai changé d'idée, ça se peut. Mais... T'as le droit. Mon histoire, c'est... Premièrement, il y a beaucoup de rebondissements. Ouh. Et je pourrais dire que les apparences sont parfois trompeuses. Cool. C'est tout. C'est quoi cet indice? C'est le pire indice. Vous allez être genre, de quoi qu'elle parle? Ah, Non, mais c'est vraiment le genre d'histoire que tu penses que c'est quelque chose, mais c'est pas quelque chose. Ah, ouais. OK. Ouais, en plus, ça fait plusieurs qui ont fait qu'il y a hein? des plot twists, là. Ouais. Cool! Puis si la semaine prochaine, j'arrive puis je suis comme, hey, fuck off, c'est pas les apparences qui donnent badada. Mais finalement, c'est toi. C'était ton apparence qui était trompeuse. C'était mon teaser. Vous pensiez que c'était ça? Non, c'est pas ça. Oh my God, OK, bon, faut vraiment quitter, là. Merci beaucoup, tout le monde. À la semaine prochaine. On vous aime. À la semaine prochaine. On vous aime, les petits cornets. Bye!